Merci beaucoup Thibaut pour l'invitation. C'est un vrai plaisir de pouvoir discuter de tout ça aujourd'hui. Alors moi je vais parler de l'échographie, ce que je connais peut-être le mieux, même si clairement, et je pense que tu l'as rappelé, c'est du multidisciplinaire, c'est avant tout de la clinique. Et je vais essayer de mettre l'échographie dans cette perspective clinique puisque c'est vraiment ce que l'on fait au quotidien. Alors en fait, le problème, c'est qu'on vous a montré que l'amylose, c'était a priori une cardiomyopathie hypertrophique, concentrique, avec un profil restrictif, un épanchement péricardique. Mais le problème, c'est que si on fait le diagnostic à ce moment-là, c'est presque trop tard, puisque la maladie est trop évoluée. Donc mon challenge, c'est de vous montrer qu'il faut penser à l'amylose devant toute cardiopathie, presque, et savoir utiliser les outils qui vont vous permettre d'évoquer la nécessité d'aller plus loin dans le diagnostic, peut-être par la scintigraphie, peut-être par l'IRM, et puis les autres éléments qu'on discutera ensuite. Donc je pense qu'en fait, il faut penser à l'amylose, quelle qu'elle soit, je ne vais pas les distinguer pour l'instant. Bien sûr, devant une cardiomyopathie hypertrophique, on l'a déjà abordé, et puis c'est un petit peu ce à quoi on pense en première instance. Mais bien entendu, il faudra y penser aussi devant une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, mais sans doute aussi devant une fibrillation atriale. Il n'y a pas une fibrillation atriale, il y a des fibrillations atriales. Certaines sont génétiques, certaines sont liées à des pathologies intrinsèques de l'oreillette gauche, certaines sont liées à des facteurs extrinsèques, à l'hypertension artérielle, mais en tout cas, il y a certaines fibrillations atriales qui peuvent faire le diagnostic d'amylose. On a parlé déjà un petit peu de la sténose aortique et on parlera peut-être un petit peu plus de la sténose aortique à bas volume d'éjection systolique, donc les bas gradients, fraction d'éjection préservée, mais qui ont un volume d'éjection systolique qui est altéré. Donc il faut savoir y penser, même si pour l'instant le niveau de preuve sur les perspectives thérapeutiques sont un petit peu limitées dans ce domaine. Bien sûr, il y a les hémopathies, bien sûr, il y a tout ce qui tourne autour des autres organes, mais je ne rentrerai pas dans le détail puisque ce n'est pas mon rôle. Je pense que là, il faut vraiment insister sur l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée et la sténose valvulaire aortique, et finalement le patient qui va se présenter avec un tableau de dyspnée pas très bien expliqué et qui n'a pas un tableau évident, comme sur cet exemple ici, de cardiomyopathie hypertrophique concentrique. Donc, mon message sera de dire que certes, quand on a une hypertrophie des valves, certes, quand on a une hypertrophie du septum, certes, quand on a une dysfonction et une dilatation de l'oreillette, certes, quand on a un épanchement péricardique, on va penser à l'amylose, mais ça, vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir, vous le saviez déjà en entrant dans la salle. Mais par contre, ce que je crois, c'est que même si vous avez un profil diastolique de type trouble de relaxation, donc un truc complètement banal, eh bien, il faut savoir penser à l'amylose parce qu'au stade précoce, l'amylose ne donnera pas un profil diastolique restrictif. Et il faudra donc penser à l'amylose devant des tableaux échocardiographiques standards qui sont complètement banaux. Et donc, pour penser à l'amylose, il y a un outil qui semble être intéressant, c'est sans doute d'utiliser le strain longitudinal, donc technique qui a été démontrée, je ne vais pas refaire le speech ici, mais comme étant l'une des techniques échographiques les plus robustes du moment, ce qui n'est pas forcément vrai selon les machines que l'on utilise, mais en tout cas, on peut penser que c'est une technique qui est très robuste, qui fait maintenant partie des recommandations et qui doit vraiment être utilisée chez tout le monde si on veut faire le diagnostic précoce d'une amylose. Ce que l'on va observer lors de l'échographie cardiaque à un stade précoce, c'est que vous avez ici à l'apex du ventricule gauche une préservation des déformations longitudinales qui sont normales, alors qu'elles sont altérées plus ou moins à la base, et ce gradient entre segments basaux, moyens et apicaux, ce qu'on appelle l'apical sparing, va être lié au diagnostic d'amylose. Plus la dysfonction longitudinale va être altérée, plus le pronostic va être péjoratif, et si vous attendez que le patient soit avec une cardiomyopathie hypertrophique concentrique sévère, vous aurez un strain catastrophique, mais aussi un pronostic altéré. Donc voilà un exemple que j'ai pris du papier de Félan et Marwick, où on voit différents types de cardiopathies plus ou moins hypertrophiques, mais en tout cas certaines qui sont liées à des cardiomyopathies hypertrophiques sarcomériques, d'autres qui sont liées à des surcharges de pression telles l'hypertension artérielle ou la sténose aortique, et puis des profils qui correspondent à des amyloses, qu'elles soient génétiques ou à transthyrétine dans le cas présent. Vous voyez que quand on a une cardiomyopathie hypertrophique, on a un strain longitudinal qui est plutôt hétérogène, plus ou moins hétérogène selon l'existence plus ou moins focale de zones de fibrose. Ça, c'est la cardiomyopathie hypertrophique plutôt sarcomérique. Dans la sténose aortique, ça va être un peu plus marqué et peut-être proche, cependant. Il va y avoir de la fibrose plutôt dans les segments basaux de la paroi septale et un aspect aussi relativement hétérogène de la répartition des strains régionaux chez les patients qui ont une sténose aortique. Et puis, donc, quand on a une amylose, éventuellement associée à une sténose aortique, eh bien, vous voyez, on va avoir différents
type de bull eyes, mais toujours avec un strain apical qui est plutôt préservé, voire normal, et puis plus ou moins une altération des strains basaux et moyens. Alors c'est important de faire ce diagnostic de cardiomyopathie hypertrophique. J'ai pris juste ce papier qui traite des cardiomyopathies hypertrophiques et du fait qu'il ne faut pas penser que toutes les cardiomyopathies hypertrophiques sont sarcomériques. Il y a des phénocopies et vous voyez qu'en vert, vous avez ici le pronostic des patients qui ont une cardiomyopathie hypertrophique non sarcomérique et vous voyez que ces patients ont un pronostic qui est beaucoup plus sévère. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les cardiomyopathies hypertrophiques, quand vous avez une dysfonction ventriculaire gauche, que vous n'allez pas forcément voir avec l'étude de la fraction d'éjection parce que la fraction d'éjection est très longtemps préservée, mais donc que vous allez voir avec l'étude du strain longitudinal ou éventuellement avec l'étude de l'onde S', comme on reverra tout à l'heure, eh bien, cette existence d'une dysfonction ventriculaire gauche est un argument pour penser que votre cardiomyopathie hypertrophique n'est peut-être pas sarcomérique, mais peut-être liée à une phénocopie. Et vous voyez que parmi les phénocopies, le fait d'avoir une amylose, qu'elle soit génétique ou sénile, va être associé à un pronostic particulièrement péjoratif. Vous voyez ici en violet les amyloses à transthyrétine. Donc c'est important, devant une cardiomyopathie hypertrophique, de ne pas imaginer que c'est forcément une cardiomyopathie hypertrophique sarcomérique, ça peut être une amylose. Alors, pour revenir sur cet aspect que j'ai évoqué tout à l'heure d'apical sparing ou d'aspect en cocarde, donc c'est quelque chose qui a été étudié, qui, pour les premiers papiers, toujours avec les premiers papiers, on voit des sensibilités, spécificités pour le diagnostic qui sont extraordinaires. Je pense que ce n'est pas exact. C'est intéressant, c'est très sensible. De là à dire que c'est spécifique, c'est à mon avis exagéré, dans la mesure où vous pouvez avoir des patients qui ont un apical sparing et qui n'ont pas du tout d'amylose, qui vont avoir une scintigraphie et une IRM tout à fait normale. Donc c'est sûrement un outil très sensible, peut-être pas si spécifique que ces 82% qui sont rapportés ici par Félan, mais en tout cas c'est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va falloir donc regarder l'apex, la base, ou les segments moyens, mais surtout la base, et que dans différents papiers, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en a une vingtaine dans la littérature, mais il a été montré que par exemple ici, le fait d'avoir un strain basal qui va être très altéré, inférieur à 7,5 en valeur absolue, ça va être associé au pronostic. Un autre travail de Julien Ternacle et Henri Mondor avait montré que le fait que le strain apical s'altère alors que normalement il est préservé va être ici dans ce travail un facteur pronostic indépendant de l'évolution du patient qui a une amylose à transthyrétine. Donc intérêt de bien regarder ce strain de manière globale, le GLS, ce qu'on appelle maintenant le GLS, mais aussi bien voir quelle est la valeur du strain apical. Même s'il est tout rouge, il faut bien regarder la valeur. Est-ce qu'elle est à moins 20 ou est-ce qu'elle est en dessous? Si elle est en dessous, si elle arrive à 14 par exemple, c'est que le patient a un pronostic effroyable. Alors, je vous ai dit que l'apical sparing c'était sans doute très intéressant, très sensible, mais peut-être pas aussi spécifique que ça, et il faut rendre hommage à l'équipe de Janssen Voigt à Leuven, qui a fait un travail fondamental à mon sens, peut-être le plus beau papier dans le domaine, en tout cas à mon avis, qui a repris en fait tous les critères échocardiographiques possibles et imaginables pour essayer de faire le diagnostic d'une amylose, qu'elle soit à transthyrétine ou qu'elle soit AL. Et donc, on va retrouver ici, ici ça s'appelle le relapse, l'apical sparing, mais on va retrouver d'autres paramètres, donc vous pouvez les regarder tous les uns après les autres, et en fait, vous allez voir que celui qui semble être le plus pertinent pour faire un diagnostic positif d'amylose, qu'elle soit à transthyrétine ou AL, c'est le rapport entre ce gradient base-apex du strain longitudinal par rapport à la fraction d'éjection du ventricule gauche, ce qui s'appelle ici l'éjection fraction strain ratio. Donc vous faites le ratio entre la fraction d'éjection et le strain longitudinal, enfin, le gradient base-apex du strain longitudinal, et c'est dans ce travail ce qui semblait être le plus spécifique du coup pour faire le diagnostic d'amylose à transthyrétine. Donc l'apical sparing, ou l'aspect en cocarde, c'est sensible mais peu spécifique à mon sens. Le fait de faire le ratio avec la fraction d'éjection va permettre d'améliorer la spécificité. Toujours est-il qu'il faut vraiment penser à cette amylose, il faut vraiment penser devant toute hypertrophie, même modeste, même inférieure à 15 mm d'épaisseur maximale,
bien regarder le strain longitudinal et un aspect en cocarde comme celui-ci doit faire évoquer une éventuelle amylose. Évoquer ne veut pas dire faire le diagnostic positif. On évoque à ce stade l'hypothèse d'une amylose à transthyrétine. Et puis on reparlera tout à l'heure de ce Doppler tissulaire, qui est aussi un outil extrêmement important, qui va permettre d'étudier la relaxation avec l'onde E', qui est un marqueur qui est très intéressant, et l'onde S', qui a été rapportée dans certains papiers comme un outil pronostic de grande valeur. Ici, vous voyez, sur un patient qui a une amylose avec une hypertrophie qui n'était pas très importante, vous avez une onde S' à 5, une onde E' à 4, c'est clairement anormal. Un patient qui a une hypertrophie à 13-14 mm, il doit avoir une onde S à 8, une onde E' à 9, ou quelque chose comme ça, mais il ne doit pas avoir des valeurs de l'ordre de 4 ou 5, c'est totalement inhabituel. Pardon. Alors un petit hommage à Olivier Lérès qui a beaucoup travaillé et son équipe sur l'amylose et c'est l'aspect multimodalité qui est fondamental et on va en reparler ensuite pour montrer qu'il y a un intérêt à combiner peut-être la scintigraphie et l'échocardiographie et qu'il y a un lien entre ce que l'on va voir à la scintigraphie et l'aspect échocardiographique que nous observons. Alors, là, j'ai parlé surtout des cardiomyopathies hypertrophiques. Juste rappeler, et Thibault l'a déjà fait, l'importance de penser à ce diagnostic chez un patient qui a une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. L'atteinte cardiaque ne sera peut-être pas majeure, il y aura peut-être une atteinte vasculaire qui sera au premier plan. Toujours est-il que le patient se présente avec un tableau clinique d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Et donc, je pense que ce travail et d'autres plaident pour l'utilisation du strain longitudinal systématique devant une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée pour repérer parmi ceux-là les 15% ou équivalents qui ont une amylose. Alors regardez bien ce schéma, c'est pour vous expliquer dans quel sens c'est important de regarder ce strain longitudinal et cette existence ou non d'un apical sparing. Si vous avez un patient qui a une hypertrophie qui est peu marquée, une cardiopathie qui est peu sévère, on va dire un patient qui, on va dire un malade de prévention qui est adressé pour bilan de son hypertension artérielle, il a une hypertrophie à 13 mm, vous lui faites un strain longitudinal puisque vous le faites chez tout le monde, et vous allez observer un strain de l'apex en vert ici, ça veut dire que c'est strictement normal, donc un strain de l'apex à moins 20, et des segments basaux et moyens qui vont être de l'ordre de moins 14. Donc vous allez avoir un aspect d'apical sparing, mais qui va être relativement peu inquiétant, puisque la valeur globale du strain va être de l'ordre de moins 15, moins 16%. Donc vous avez une valeur globale de moins 15, moins 16%, avec un apex qui est strictement préservé à moins 20, et une base et un segment moyen qui sont de l'ordre de moins 14, moins 15%. C'est un aspect précoce qui doit vous faire évoquer une amylose à transthyrétine. C'est le stade où on va éventuellement avoir le patient qui a une petite dyspnée qui va peut-être évoluer vers une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Si vous attendez d'avoir un strain global longitudinal qui s'altère et qui va être de l'ordre de moins 10, moins 12% de manière globale, eh bien alors, vous n'aurez plus la préservation de l'apex, vous aurez déjà un apex qui sera plus à moins 20, mais à moins 14 par exemple, et vous aurez une base qui va être complètement pâle sur le bull eyes, qui va être de l'ordre de moins 5, moins 6, mais là c'est vraiment trop tard, c'est déjà une amylose très très évoluée. Donc vous voyez, il y a un profil évolutif de cet apical sparing, et c'est important d'avoir cette notion-là, parce que au stade précoce, c'est sans doute là où les médicaments qui arrivent vont être les plus efficaces et vont permettre d'améliorer le statut fonctionnel et le pronostic du patient. Donc c'est important de ne pas penser à l'amylose que devant la cardiomyopathie hypertrophique. Si on voit un patient qui a une cardiomyopathie hypertrophique, le côté symétrique de l'hypertrophie, l'atteinte ventriculaire droite, la dilatation atriale, éventuellement l'épanchement péricardique et l'épaississement des feuillets valvulaires va être un argument pour une cardiomyopathie de type amyloïde, mais je pense que ce que l'on doit retenir aujourd'hui, c'est le early stage, où vous avez des déformations longitudinales qui sont pathologiques, pas très pathologiques, mais pathologiques, avec un apex préservé et une base plutôt altérée. Et là, il faut savoir penser au diagnostic. C'est vraiment, à mon avis, fondamental. Alors, dans le temps, quand on était petit, je ne suis pas très grand aujourd'hui, mais quand on était encore un peu plus petit, on avait appris que dans l'amylose, vraiment, c'était le profil diastolique restrictif. C'est une cardiopathie restrictive, l'amylose, normalement. Le problème, c'est que si on attend que la cardiomyopathie soit restrictive, c'est qu'on a un infiltrat qui est
très important. Et donc, mon message aujourd'hui est de ne surtout pas attendre que le profil soit restrictif pour faire le diagnostic d'amylose. Vous pouvez tout à fait faire un diagnostic d'amylose devant un profil diastolique de type trouble de relaxation. C'est ce que j'ai marqué ici. Au stade précoce de la maladie, vous allez avoir un profil diastolique tout à fait normal, enfin tout à fait habituel pour un patient de 75-85 ans. Donc il faut vraiment y penser précocement, sans attendre que le patient ait une cardiopathie hypertrophique. Et regardez la valeur de E', regardez la valeur de S'. Quand ces valeurs approchent 5 ou 6 cm par seconde, c'est déjà pathologique. Alors, un contexte clinique particulier, le rétrécissement valvulaire aortique, donc c'est tout à l'honneur de l'équipe de Créteil d'avoir évoqué cette hypothèse. Ça a été étudié, et Thibault l'a montré tout à l'heure, le fait que c'est quelque chose d'important. Et je voulais juste partager avec vous donc cette notion. 16% des rétrécissements aortiques à bas gradient et infraction d'éjection préservée ont sans doute une amylose à transthyrétine. Le marqueur pronostic dans ce travail, c'était 6 pour la valeur de S' à l'anneau. Et juste si je peux partager ce tableau, vous montrer les valeurs de strain longitudinaux et d'apical sparing. Je vois que je n'ai pas trop de temps, donc je ne vais pas trop détailler, mais on peut remarquer quand même que les valeurs sont très très altérées ici, vous voyez, par rapport aux patients qui n'auraient pas d'amylose à transthyrétine. Donc il faut savoir y penser. Je vous laisse lire la diapo pour aller un petit peu plus vite, surtout chez l'homme, bien entendu, surtout quand le volume d'éjection systolique est bas et quand le BNP est élevé. Pour faire le lien avec ce contexte clinique particulier du rétrécissement valvulaire aortique, pour lequel on a juste ce papier comme pronostic, qui laisserait penser que les patients qui ont et une amylose et une sténose seraient à pronostic plus mauvais, mais c'est une étude rétrospective sur 113 patients, donc je pense qu'on ne peut pas conclure à ce jour. Juste partage avec vous ce papier très récent qui incite à regarder quelque chose que l'on regarde maintenant dans les rétrécissements aortiques, mais qu'il faut peut-être regarder de manière plus large dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée et dans les cardiomyopathies hypertrophiques, c'est le volume d'éjection systolique. Et le volume d'éjection systolique, avec un cutoff à 33 ml par mètre carré, semble être aussi un marqueur pronostic très intéressant, quasiment équivalent au strain longitudinal chez des patients qui ont une amylose, ici une amylose AL. Donc importance de bien regarder le débit cardiaque. Je ne parlerai pas du strain atrial et de la fonction atriale, c'est pour l'instant un domaine de recherche, mais qui est très intéressant et qui a sans doute de l'avenir, mais c'est quelques papiers pour l'instant. Et donc, juste pour finir, le fait que cette utilisation du strain longitudinal que j'ai essayé de vendre aujourd'hui avec force n'a pas un intérêt que diagnostique, mais potentiellement aussi un intérêt thérapeutique et de prédiction de la réponse au traitement et de la prédiction du pronostic. Vous connaissez le score de la Mayo, qui sera sans doute évoqué à plusieurs reprises dans la journée. Si on ajoute au score de la Mayo le strain global longitudinal, a priori on fait mieux dans la prédiction de la réponse au traitement et dans la prédiction du pronostic du patient. Et donc il y a des travaux qui laissent penser que l'utilisation de ce strain longitudinal a aussi un intérêt au cours du suivi, et que quand on a un strain longitudinal qui est préservé, c'est plutôt un marqueur de plutôt bon pronostic. Et vous pouvez voir au cours de suivi, par exemple, si je regarde ici uniquement l'apical de chambre, ici vous avez l'apical sparing avec l'apex qui est préservé et les segments basaux qui sont altérés. Sous traitement, vous voyez que vous perdez cet apical sparing, et ça c'est un élément de très bon pronostic. Voilà, il est temps pour moi de conclure. Je suis désolé d'avoir été un tout petit peu long. Donc je pense qu'il faut penser à l'amylose, quelle qu'elle soit, dans beaucoup de situations cliniques, chez un patient qui a des symptômes très variés, en particulier donc, dans ce contexte d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Nous sommes au début de l'histoire et l'échographie a un rôle à jouer parce que c'est l'examen qui est fait quasiment chez tous ces patients-là. Mais bien sûr, l'échographie ne sera pas isolée et fait partie d'une démarche d'imagerie multimodalité. Il faut donc penser au strain longitudinal, il faut penser à E', à S' en Doppler tissulaire pour penser à ce diagnostic. Je vous remercie.